Bonjour à tous, bienvenue à ce second webinaire organisé par l'Asso Access. Donc, comme vous le voyez, ce webinaire est organisé en partenariat avec l'UCM et le cabinet Ecofin. Et le thème d'aujourd'hui est « Combien vaut mon entreprise ?» Donc, comme je vous le disais, ce webinaire est organisé par l'Asso Access. Vous ne savez peut-être pas encore qui est l'Asso Access. Donc, nous avons 3 missions principales. Sensibiliser tous les entrepreneurs aux enjeux de la cession et de la reprise. Nous avons aussi comme rôle de mettre en relation les cédants et les repreneurs via différents outils de plateforme. Et enfin, nous veillons à ce que ces cédants et repreneurs soient accompagnés de manière professionnelle par des conseillers reconnus par notre agrément. Dans le cadre de nos actions de sensibilisation, nous avons donc décidé de lancer un cycle de webinaires. Il y a déjà eu un premier webinaire en avril sur la préparation de son entreprise à la transmission. Et aujourd'hui, nous avons un webinaire sur combien vaut mon entreprise. Le webinaire d'aujourd'hui, combien vaut mon entreprise, sera animé par 2 intervenants. Il s'agit d'Arnaud Daxelet, qui est conseiller en transmission dans la province du Hainaut via l'UCM, et également par Geoffroy Moreau, qui est donc un expert agréé de l'Asso Access et qui est partenaire fondateur du cabinet Ecofin. Sans plus tarder, je leur laisse la parole et je les laisse entrer dans le vif du sujet. Merci Stéphanie. Je vais donc commencer par me présenter. Donc, comme Stéphanie l'a dit, je m'appelle Arnaud Daxelet et je suis un conseiller de première ligne en transmission d'entreprise. Mon rôle consiste donc à accompagner les dirigeants d'entreprise dans leur démarche et leur réflexion par rapport à la transmission de leurs activités. Il faut savoir qu'il y a une personne par province qui exerce cette fonction au sein de différentes institutions, comme Stéphanie l'a évoqué, donc l'UCM, Chambre de commerce et d'industrie, Ausbelgen, mais toujours pour le compte de l'Asso Access. Nous intervenons gratuitement et évidemment en toute confidentialité pour vous accompagner dans vos démarches. Avant d'aller plus loin et de vous présenter Geoffroy, ce que je vais spécifier aussi, c'est d'un point de vue technique. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à nous les poser en cours de présentation via la box Q et R qui se trouve en bas de votre écran. Pas via la box conversée, mais donc bien via la box Q et R qui vous permet de poser des questions sans que les autres personnes puissent voir la question que vous posez. Donc tout ça est anonyme, évidemment. Alors, par rapport à notre rôle et à ma fonction que je viens de vous présenter, ce que je voulais spécifier aussi, c'est que, eh bien, puisque nous sommes des agents de première ligne, notre rôle consiste aussi à vous aiguiller vers des experts agréés par l'Asso Access qui pourront aller plus loin dans l'accompagnement de votre processus de transmission, si nécessaire, et en fonction des besoins qu'on aura identifiés ensemble. Geoffroy, que je vais vous présenter juste après, fait partie de ces experts qui sont agréés par l'Asso Access. Il faut savoir qu'il existe un peu plus de 150 experts agréés. Ces experts varient par leur type de fonction. Il y a des avocats, des réviseurs d'entreprise, des cabinets de cession-acquisition, des consultants financiers ou des experts comptables qui sont spécialisés en la matière. Alors, ces experts, comme je viens de le dire, sont agréés par l'Asso Access et donc ils ont dû prouver qu'ils avaient forcément une expertise en matière de transmission et ils ont dû aussi prouver que leur méthodologie correspondait à la charte éthique de l'Asso Access. Voilà. Avant aussi de vous présenter Geoffroy, j'aimerais vous poser une question et je vais donc vous demander de participer. La question s'adresse aux dirigeants d'entreprise. En fait, elle va nous permettre d'y voir plus clair sur qui se trouve dans l'audience aujourd'hui. Et donc, je vais lancer à l'instant un sondage qui devrait donc apparaître maintenant sur votre écran. Je vous laisse quelques secondes pour lire la question et y répondre. Comme je le disais, donc c'est adressé aux dirigeants d'entreprise. Et ça va nous permettre de mieux vous connaître. Je vois que les réponses sont en train d'arriver. Je laisse encore un petit peu de temps aux autres de répondre. Voilà. Tout le monde n'a pas encore répondu, mais c'est pas grave. C'est pour avoir une idée générale. Alors,
Les résultats, eh bien, c'est que je vais partager les résultats avec vous. Il y a une majorité de personnes dans l'assistance qui n'envisagent pas de céder leur société. Mais il y a quand même un tiers des personnes qui comptent céder à plus de 5 ans et 6% qui comptent céder cette année. Voilà, ça me permet d'y voir un petit peu plus clair. Donc, avant voilà, d'aller plus loin sur ces résultats, je vais vous présenter Geoffroy, qui est donc l'orateur du jour et qui va aborder le sujet principal, qui est la valorisation de l'entreprise, de votre entreprise. Alors, en quelques mots, Geoffroy, eh bien, il a commencé sa carrière dans le monde de la consultance avant d'exercer des rôles de directeur financier dans différentes PME pour des fonds d'investissement donc spécialisés dans les secteurs PME. Et en 2010, il décide de lancer son cabinet, donc il y a plus ou moins 10 ans, Ecofin, qui est un cabinet donc de cession-acquisition spécialisé en transmission d'entreprise, mais pas seulement. Ils sont également spécialisés en stratégie d'entreprise et en interim management. L'équipe est constituée d'une douzaine de personnes et ce sont donc des personnes qui peuvent vous accompagner dans le processus de transmission de A à Z. Je vais donc passer la parole à Geoffroy maintenant. Geoffroy, s'il y a des choses que j'ai oubliées dans la description d'Ecofin ou par rapport à ton parcours, eh bien, n'hésite pas à le spécifier. Voilà, je te passe la parole. Merci, merci Arnaud, merci Stéphanie. Donc effectivement, moi je vois encore le cadran de réponse du sondage. Je ne sais pas si c'est normal. Voilà. Voilà, super, merci. Merci Geoffroy. Il y a un problème de son, je pense, Geoffroy, par rapport à… Allô? Oui, voilà, là, le son est redevenu correct. Bon, d'accord. Ok, c'est Voilà. reparti. En fait, Ecofin est un cabinet de transmission, fusion-acquisition qui accompagne des PME de manière globale sur leurs problématiques. Et donc voilà, je pense que tu as bien résumé. C'est vraiment notre métier. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il y a énormément de sujets qui peuvent être connexes à la transmission d'entreprise, que ce soit la comptabilité, la fiscalité, la stratégie, l'accompagnement financier. Et donc voilà, on essaye du mieux qu'on peut d'accompagner globalement les clients quand ils en ont le besoin. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est la valorisation d'entreprise. On vous propose de faire cette présentation en 3 parties. Tout d'abord, bien expliquer la raison pour laquelle un entrepreneur va avoir envie ou va vouloir valoriser son entreprise. La deuxième partie s'adresse plutôt à la problématique de comment valoriser mon entreprise. On donnera quelques exemples vécus à ce sujet-là. Et en dernière partie, on va discuter de l'impact de la crise du Covid sur ces valorisations. Et justement, donc, je vais rebondir directement, Geoffroy, sur ce que tu viens de dire et sur l'agenda de la présentation, et surtout donc, sur la quatrième partie, donc l'impact de la crise du Covid, qui est donc une thématique que tout le monde a envie d'aborder aujourd'hui par rapport à son activité. Et je vais lancer un deuxième sondage pour, bah, pour voir avec vous eh bien, quelle est votre sensation par rapport à cette crise Covid. Et on tentera justement d'y répondre avec Geoffroy en fin de présentation dans le dernier chapitre de la présentation d'aujourd'hui. Je vais donc lancer un deuxième sondage et je vous demande, tout le monde peut y répondre. Voilà la question. Je vous laisse quelques secondes pour la lire et pour nous donner votre avis sur la question. La question, elle est, quel sera selon vous l'impact de la crise Covid sur les prix de vente des sociétés cette année? Les paris sont ouverts. Il y a encore des réponses qui arrivent, donc je laisse encore un petit peu de temps aux participants pour compléter. Voilà, je vais afficher les résultats et on tentera donc d'y répondre avec Geoffroy tout à l'heure. Mais donc, vous avez estimé que donc à 71%, l'impact serait une baisse d'environ 20%
du prix donc, des sociétés liées à l'impact du Covid. Voilà. Il y a quand même une douzaine de pourcents qui estiment qu'il n'y aura pas d'impact et une petite dizaine de pourcents qui estiment qu'il y aura une hausse de 20%. On verra ça tout à l'heure avec Geoffroy. Alors, voilà. Merci. Je te laisse continuer, Geoffroy. Oui, voilà. Alors, la première question, pourquoi valoriser son entreprise? Voilà, si ça peut fonctionner. Disons que la transmission est le driver principal de l'objectif d'un entrepreneur de valoriser son entreprise. C'est vraiment celui auquel tout le monde pense en général. Et dans le cadre de cette transmission, il y a généralement trois objectifs principaux qui sont poursuivis par un entrepreneur. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fonction de l'objectif principal qui va guider l'entrepreneur vers la transmission de son entreprise, eh bien, les méthodes de valorisation, les justifications de valorisation et la valorisation elle-même va pouvoir être différentes. Donc, dans les objectifs principaux, on va parler de pérennité. Typiquement, le cas des entreprises familiales où les parents veulent céder l'entreprise à leurs enfants qui sont actifs, parfois pas dans l'entreprise. Il y a un objectif de développement. Typiquement, mais voilà, je ne me sens plus capable d'évoluer dans mon marché. Il faut réinvestir. Il y a un problème ou une évolution technologique que je n'arrive pas à suivre. J'ai besoin de moyens financiers importants. Ok, je vais céder mon entreprise à un groupe ou quelqu'un qui va être plus compétent que moi pour réaliser ce développement, poursuivre ce développement. Puis il y a un troisième objectif auquel on pense souvent, mais qui n'est, en tout cas moi en termes de vécu, qui n'est pas toujours la priorité pour les dirigeants entrepreneurs, qui est un objectif vraiment de maximisation de la plus-value. Je suis arrivé au bout de ma carrière, je veux vendre mon entreprise et percevoir le fruit de mon travail sur ces 20, 30, 40 dernières années et je vais vouloir le vendre le plus cher possible, entre guillemets. Évidemment, si on veut vendre à ses enfants ou si on veut vendre à un groupe étranger qui rachète son entreprise, ben, la démarche de valorisation va être relativement différente. Au niveau des enfants, ben, on va faire en sorte qu'on va être attentif au fait que le rachat soit supportable pour eux. On va passer par des mécanismes de prêt, etc. Alors que quand on vend, par exemple, à un industriel qui veut s'introduire en Belgique, si on a déjà une société d'une certaine taille qui va l'intéresser, on va vraiment être plutôt dans une démarche de négociation assez solide et de maximisation du prix. Alors, on parle souvent évidemment de la transmission comme raison principale d'effectuer une valorisation de son entreprise. Ça n'est pas l'unique raison de valoriser son entreprise. On est régulièrement contacté par des dirigeants qui nous appellent pour avoir de la valorisation de leur entreprise. Et je dirais, il y a quatre grands domaines. Tout d'abord, je veux évaluer mon patrimoine. Bien souvent, pour un dirigeant entrepreneur, la société, les parts qu'il a dans sa société, c'est ce qui constitue la majeure partie de son patrimoine. Ils ne sont pas forcément des experts en valorisation, mais de temps en temps, ils voudraient savoir, tiens, combien vaut mon entreprise, comment cette valorisation a évolué depuis 5 ans et surtout, comment potentiellement ça peut évoluer dans les prochaines années, parce que peut-être que dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, j'ai envie de céder mon entreprise et je voudrais bien discuter, comprendre comment améliorer potentiellement cette valorisation dans le futur. Il y a aussi des gens qui sont dans une optique de sécuriser leur patrimoine. Je veux acheter des parts de mes associés parce qu'on est en dispute et qu'il faut à un moment donné résoudre les conflits parce que ça pose un problème à l'entreprise de viabilité. Je veux vendre mes parts à des associés ou alors aussi potentiellement je veux intéresser des employés ou des personnes clés de l'entreprise au destin de l'entreprise et donc je vais leur proposer du rachat d'actions, je vais leur donner en bonus. Bon, il y a tout un mécanisme fiscal autour de ça, mais ça peut être une raison. Il y a aussi un mécanisme qui est fort présent en Flandre, mais qui est beaucoup moins en Wallonie, qui s'appelle l'owner buyout. C'est un mécanisme qui permet de faire un montage financier en collaboration avec une banque et des financiers qui vont racheter une majorité des parts de l'entreprise par rapport
par exemple 60%, ce qui permet de ne pas être taxé au niveau de la plus-value, mais l'entrepreneur va rester aux commandes de son entreprise. Ce n'est pas vraiment une cession, on vend son entreprise à des financiers, mais on garde les commandes, mais c'est une question en général de sécuriser une partie importante de son patrimoine. Il y a aussi la possibilité de garantir un emprunt. Par exemple, je veux effectuer un emprunt à titre privé. J'ai en termes de patrimoine des actions de mon entreprise. Eh bien, il est de bon ton de faire une valorisation de son entreprise pour la présenter au banquier, quelque part, si on veut fournir une garantie soit sur son fonds de commerce, soit sur les actions de l'entreprise. Il y a aussi une question de développer sa société. Je veux racheter une autre société. On dit souvent que quand on se lance dans un rachat de société, il faut éviter d'acheter une société qui a une valeur supérieure à 50% de sa propre valeur pour une question de viabilité en cas d'accident, etc. Bien, on va valoriser l'entreprise cible, mais on va aussi passer par un mécanisme de valorisation de sa propre société pour savoir un petit peu où on en est. On veut effectuer une levée de fonds en capital avec l'ouverture partielle de son capital ou effectuer une levée de fonds bancaire. C'est toujours bien pour un gros dossier de levée de fonds bancaire qui est par exemple structurant pour l'entreprise, d'avoir un rapport de valorisation de sa propre entreprise. C'est assez important. Voilà, alors ça c'était les raisons pour lesquelles on va se lancer dans une valorisation d'entreprise. Maintenant, comment effectuer une valorisation d'entreprise de manière plus concrète? Eh bien, il y a énormément de méthodes de valorisation d'entreprise, je ne vais pas vous le cacher. On peut avoir 30, 40, 50 méthodes différentes pour valoriser son entreprise. Maintenant, il y a vraiment 3 grandes tendances pour la valorisation de son entreprise et de là découle toute une série de variantes. La première, qui est celle du DCF, Discounted Cash Flow en anglais, c'est en fait l'actualisation des flux de trésorerie futurs de l'entreprise. Actualisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va déterminer dans le futur le flux de trésorerie que va générer l'entreprise ou consommer l'entreprise et on va rapporter cet argent futur, cette trésorerie future à une valeur aujourd'hui. Mais ça va dépendre évidemment d'un plan financier futur qu'on va effectuer pour son entreprise. C'est déjà un paramètre qui n'est pas inscrit dans le béton puisqu'on n'a pas une boule de cristal. Et l'autre élément qui est fort important, c'est que le taux d'actualisation avec lequel on va actualiser ces cash flows futurs, mais il va être fortement dépendant du risque du projet de l'entreprise. Donc là, on a vraiment cette notion prévisionnelle du plan financier futur et cette notion du risque qui apparaît très clairement. Le deuxième grand domaine de technique de valorisation est ce qu'on appelle la méthode des multiples. La méthode des multiples, elle se base en général sur des données financières historiques ou au niveau de données financières du budget de cette année, parfois sur des valorisations un peu plus compliquées sur des données financières futures, mais on va prendre des ratios de l'entreprise, on entend très souvent parler de l'EBITDA. L'EBITDA, c'est le résultat d'exploitation de l'entreprise avant tout ce qui est financier, etc., auquel on ajoute les amortissements, ça donne quelque part le cash flow opérationnel de l'entreprise. Et on va appliquer un multiple sur cet EBITDA qui est de x4, x5, x6, x7, x10 par rapport pour arriver à une valeur d'entreprise. Ça peut être, on peut utiliser l'EBITDA, on peut utiliser l'EBIT pour prendre en compte les amortissements, ce qu'on appelle un taux de réinvestissement. On prend aussi parfois les ventes, simplement le chiffre d'affaires de l'entreprise auquel on va appliquer un multiple qui peut être de 60%, 50%, 100%. Et ça, ce qui est important de comprendre, c'est que cette méthode des multiples, elle dépend des secteurs. C'est pour ça qu'on va comparer l'entreprise et ses ratios à un panel d'entreprises de son secteur et qui sont généralement cotées en bourse. Et une fois qu'on a cette valorisation comparable avec les entreprises cotées en bourse,
en général, on applique une décote parce qu'une entreprise qui n'est pas en bourse, elle est plus petite, elle est plus faible qu'une entreprise qui est en bourse. Et donc, on va appliquer une décote qui est généralement l'ordre de 20 à 30%. Il y a une troisième grande technique de valorisation qui s'appelle la méthode actifs net réévalués, qu'on entend aussi sous le nom de valorisation de type patrimonial. Il s'agit en fait de prendre, on va plutôt regarder le bilan de l'entreprise, on va regarder les fonds propres. Et si l'entreprise a des actifs qui sont sous-évalués au niveau de la comptabilité, on va réévaluer ces actifs. Donc, par exemple, j'ai un bâtiment que j'ai acheté il y a 30 ans, qui m'a coûté 500 000 € il y a 30 ans. Dans mes comptes, il vaut encore 100 000 € parce que j'ai fait des travaux dedans. Mais aujourd'hui, il vaut 3 millions d'euros, ce bâtiment. Eh bien, dans les fonds propres, on va réévaluer la différence de valorisation réelle du bâtiment par rapport à la valeur qui est indiquée dans les comptes. On va appliquer un taux d'imposition parce qu'évidemment, si vous réalisez ce bâtiment, vous allez être taxé sur la plus-value. On va ainsi réévaluer les fonds propres pour avoir une idée vraiment de la valeur patrimoniale de l'entreprise. Alors, vous allez me dire, mais bon, on doit utiliser quelle méthode? Alors, de nouveau, ça dépend à qui on s'adresse. Généralement, des financiers, les fonds d'investissement qui vont travailler plutôt sur des levées de fonds pour booster le développement de l'entreprise, en général, ils vont travailler avec la méthode des DCF, des flux de trésorerie actualisés. Pourquoi? Parce que c'est une méthode qui peut être appliquée à toute une série de secteurs différents et on n'a pas vraiment besoin d'avoir une expertise sectorielle. C'est la méthode la plus généraliste. La deuxième méthode, la méthode des multiples, en général, elle est utilisée par des gens du secteur, des industriels. Et en fait, quand on réfléchit bien techniquement à cette méthode, c'est une simplification à outrance de la méthode des DCF. Donc, c'est une application pratique et simplifiée de la méthode des DCF. La méthode patrimoniale, souvent, on va l'utiliser dans des cas un peu plus familiaux, quand on parle de patrimoine, quand on parle d'une immobilière. Et c'est plutôt des managers, des comptables, des experts comptables ou parfois des réviseurs qui emploient cette technique-là quand on discute avec un tribunal, quand on a une problématique fiscale, on va souvent s'appuyer sur cette valeur-là qui est une valeur vraiment très concrète. C'est quelque part combien il y a d'argent dans ma tirelire. Alors, vous allez me dire, quelle technique je dois utiliser? Ce qu'on fait, nous, généralement, c'est qu'on utilise les trois techniques et qu'on compare les résultats. Si les résultats sont très différents, ça peut être intéressant de se poser la question pourquoi ces résultats sont différents. Et souvent, on surperforme par rapport au marché, on sous-performe, on a peut-être trop de cash dans son entreprise, pas assez, on ne devrait pas avoir l'immobilier. Voilà, tout ça donne déjà des indications stratégiques importantes. Et tout ça, in fine, va nous donner une fourchette de valorisation, une valeur intrinsèque. On dit souvent que la valeur ne fait pas le prix. Tout simplement, lorsqu'on se lance dans une transmission, dans une transaction, on va définir effectivement une valeur, fourchette. En général, on est sur une fourchette de 20-25% dans laquelle on pense que la valeur de l'entreprise se situe. Après, quand on va partir vraiment dans la transmission, le prix, il va être fonction des synergies pour l'acquéreur. Il va être fonction des améliorations que l'acquéreur peut apporter au business. Ça va être clairement, potentiellement, une valeur additionnelle pour l'acquéreur. Puis après, il y a une troisième série de mesures qui peuvent avoir un impact important sur le prix, qui sont les négociations avec le repreneur, les garanties, un montage financier particulier, la nature stratégique de l'acquisition. Donc, on a vraiment à ce niveau-là, entre une valeur intrinsèque déterminée au départ, et je dirais même une même entreprise peut se vendre à un prix de 1 et jusqu'à un prix de 3, voire 4 dans certaines circonstances. Geoffroy, je t'interromps à ce stade-ci pour… bon, c'est quelque chose d'assez frappant, je trouve. Donc, tu es en train de dire qu'une entreprise, la même entreprise, en fonction donc, du contexte, va pouvoir être vendue 1 million ou 3 millions d'euros.
voire 4 millions d'euros. Est-ce que tu as des exemples concrets pour nous permettre de bien comprendre ce qui peut faire varier à ce point le prix de vente de l'entreprise? Oui, tout à fait. Donc, oui, je sais que ça peut être assez choquant. Ça peut faire rêver, mais ce n'est pas toujours possible, hein. Si on prend deux cas extrêmes, on va parler de la même entreprise qui fait, par exemple, 500 000 euros d'EBITDA. Donc, c'est le résultat d'exploitation plus les amortissements. On ne va pas s'embêter avec la valorisation patrimoniale et le cash qu'il y a potentiellement dans l'entreprise, qu'on appelle la dette nette. On va se dire, bah, tiens, la valeur de mon entreprise, elle réalise 500 000 euros d'EBITDA. Un repreneur manager, mais typiquement, il va la valoriser à 5 fois l'EBITDA. Ça veut dire 2,5 millions. Lui, il n'a pas spécialement de synergie. Il espère pouvoir faire aussi bien que le cédant. Et il va se financer à la banque pour le rachat de l'entreprise, typiquement à raison de 70 ou 80%. Donc, il va emprunter 2 millions d'euros à la banque, qu'il va typiquement rembourser en 7 ans. Et donc, il n'a pas vraiment de moyens qu'il va pouvoir allouer au projet de l'entreprise. Et donc, pour lui, 2,5 millions, c'est déjà un prix important. Maintenant, vous imaginez un acquéreur étranger qui est intéressé par l'entreprise, qui en plus est intéressé par les bâtiments qui ne sont pas forcément complètement utilisés, qui a directement un ensemble de synergies puisqu'il a déjà sa comptabilité, il a déjà un groupement d'achat pour ce qu'achète l'entreprise et qu'elle revend. Imaginons que cet industriel, il ait des synergies pour 500 000 euros. Ben, pour lui, l'EBITDA, après un an, il n'est plus de 500 000, il est d'1 million. Et typiquement, ce repreneur industriel, il valorise en général à x7, voire jusqu'à x9, parfois x10 pour certains domaines stratégiques. Et donc, si on compare simplement les 2,5 millions que mon manager peut me proposer aux 7 fois 1 million, 7 millions, voire 9 millions que l'industriel peut me proposer, ben, on est vraiment dans un ratio de 1 pour 3. Alors, je n'ai pas dit que le repreneur allait valoriser l'ensemble des synergies et du potentiel d'amélioration, qu'il allait le valoriser pour le cédant, mais c'est clair que quand on discute avec quelqu'un pour qui la valeur d'entreprise vaut 9 millions, ben, c'est plus facile de la vendre 6 que 2,5. Donc ça, c'est vraiment du vécu et c'est très important. Ça, c'est toute la partie synergie amélioration. Après, dans tout ce qui est négociation, garantie, montage, ça va avoir un impact sur le risque. Au plus le cédant va participer au risque futur de la reprise, par de l'accompagnement, par toute une série de mécanismes, au plus ben, le repreneur va être d'accord de payer un peu plus pour la sécurisation de ce risque. Et donc, je réagis simplement une dernière fois là-dessus, d'où l'importance finalement de réfléchir dès le départ à son objectif de transmission. Donc, c'est-à-dire que si on veut, si l'objectif principal de la vente de la société, c'est d'obtenir le montant maximal possible de la vente, eh bien, il faudra cibler certains types d'acquéreurs plutôt que d'autres. D'où donc l'intérêt de bien, dès le départ, comprendre son objectif de transmission. Ouais, c'est crucial. C'est crucial. Je veux dire, on ne vend pas sa société de la même manière en fonction de l'objectif de base. Ça n'a absolument rien à voir. Ce sont des missions complètement différentes. Donc, effectivement, nous, on le dit souvent, et je pense que c'est le message de l'Asso Access aussi, que la préparation crée énormément de valeur. Alors, la préparation d'une transmission, il y a toute une série de prérequis. Franchement, ne pas réaliser ces prérequis avant de se lancer dans une session de son entreprise, c'est vraiment potentiellement très risqué. Et puis, il y a une série de chantiers de transformation qui vont améliorer la valorisation future, mais qui sont optionnels. Dans les prérequis, il faut réaliser une valorisation de son entreprise, combien elle vaut aujourd'hui. Quelle est la maturité et la faisabilité de ce projet de transmission? Parce que parfois, nous, on rencontre des entrepreneurs qui ont une société à vendre et à la fin du diagnostic transmission, on leur dit, écoutez, on ne pense pas que c'est vendable en l'état, malheureusement, pour telle et telle raison. Comment j'appréhende toute la question de la confidentialité, comment je gère le transfert d'informations au sein de mon équipe,
comment je vais gérer mon personnel par rapport à ça. Donc, c'est quand même des questions qu'il faut se poser avant de se lancer là-dedans. Puis, il y a toute la partie juridique et fiscale. Les feux sont-ils au vert d'un point de vue juridique? Est-ce que je suis dans un gros procès pour le moment? Ce genre de choses. Ça, c'est vraiment un prérequis à côté duquel on ne peut pas passer. Après, il y a toute une série de chantiers de transformation ou d'amélioration qui peuvent clairement être mis en place et qui peuvent vraiment, au moment où vous vendez votre entreprise, être déterminants et vous faire gagner potentiellement beaucoup d'argent ou rendre la transmission possible et plus probable. Tous les chantiers financiers, le reporting, le budget, l'optimisation, la rentabilité, identifier les synergies dont je parlais tout à l'heure, qui pourraient, quel acheteur potentiel aurait le plus de synergie en rachetant ma société? C'est souvent une question qu'on se pose. Quid au niveau des risques? Est-ce que la société est très dépendante du dirigeant, ce qui va forcément aggraver le risque et diminuer la rentabilité? Tout ce que vous pouvez faire pour rendre la société plus indépendante de vous, du dirigeant, est crucial. En termes d'organisation, est-ce que j'ai une communication correcte? Est-ce que j'ai un beau site web? Est-ce que j'ai déjà une partie de mes process qui sont digitalisés? Tout ça va rassurer les repreneurs par rapport au risque de reprise. Puis il y a toute la partie structuration. Est-ce que j'ai déjà une holding? Est-ce que j'ai déjà une immobilière? Ça, ce sont des mécaniques faciles qui permettent assez rapidement d'augmenter la valorisation de mon entreprise en sécurisant une partie du patrimoine de mon entreprise. Si j'ai de l'immobilier dans mon entreprise, ben, le repreneur va estimer le risque de faillite et de perdre l'immobilier avec un certain taux. Si j'ai une immobilière à côté qui facture ses loyers à mon entreprise opérationnelle, bah, il va être d'accord de dire que l'immobilier ne peut pas tomber en faillite si mon entreprise tombe en faillite. Donc, tout ça sont des structurations qu'il faut mettre en place quand c'est possible. On s'adresse déjà à des PME d'une certaine taille, mais bon, un boulanger ou un magasin local, si son bâtiment est externalisé par rapport à son activité opérationnelle, mais il va mieux vendre sa société dans son ensemble que si tout était dans la même société. Alors, on entend souvent parler de vendor loan, de earn-out. C'est ce qu'on appelle des variables d'ajustement par rapport au prix. Souvenez-vous, on parlait de la troisième partie qui peut potentiellement faire monter le prix de cession ou le faire diminuer. Eh bien, on va typiquement parler de vendor loan ou de earn-out. Un vendor loan, c'est quoi? Je suis dirigeant propriétaire de mon entreprise. Je cède mon entreprise à un repreneur et une partie du prix ne va pas m'être payée tout de suite, elle va m'être payée dans le futur. Typiquement sur 2 ans, 3 ans, 5 ans. Parfois, il y a des contraintes fiscales qui poussent à faire un vendor loan minimum de 1 an, quand on va utiliser la trésorerie de l'entreprise partiellement pour réaliser la vente. Et donc, typiquement, un vendor loan, mais ça facilite la transaction parce qu'on ne doit pas tout emprunter chez le banquier. Ça la facilite, mais ça n'a pas un impact direct sur le prix. Je vends ma société 1 million d'euros, je fais un crédit vendeur de 200 000 euros au repreneur. Les 200 000 euros, ce sera toujours 200 000 euros et le repreneur me les devra toujours. Attention aux garanties que le repreneur vous donne par rapport à ce vendor loan, parce que s'il tombe en faillite et qu'il n'y a aucune garantie, vous ne verrez jamais la couleur de cet argent. Donc, il faut quand même y faire attention. Au niveau du earn-out, ça, c'est un petit peu différent. En fait, on vend 100% de sa société, mais il y a une partie du prix qui va m'être payé plus tard et qui va dépendre du succès futur. On va définir des KPI, donc des facteurs de succès ou des index à suivre, qui seront typiquement les ventes, les EBITDA, le résultat, le cash flow. Et en fonction de ces résultats futurs, vous vendez par exemple sur le million, vous faites 200 000 en earn-out. Ces 200 000, ils peuvent très bien se transformer en 400 000 si vous surperformez qu'en zéro. Alors, les earn-out se voient très, très fréquemment quand on demande aux dirigeants de rester pour une période de 2-3 ans. Alors, les variables d'ajustement à la baisse, c'est toutes les garanties que le repreneur va demander. Je veux maintenir l'emploi, j'ai ma nièce, ma fille, mes enfants qui travaillent, je veux leur garantir l'emploi. Typiquement, ça va déforcer le cédant en négociation et ça va légèrement diminuer le prix, maintien des sites, maintien du nom.
tout ce qui va pouvoir augmenter le prix, c'est plutôt tout ce qui va concerner le transfert de compétences, l'accompagnement et clairement tout ce qui va pouvoir diminuer le risque de la reprise. Donc, vous voyez ce paysage des valorisations dans le cadre de la transmission d'entreprise, il est très… voilà, une valeur d'entreprise, ça n'est pas forcément quelque chose, c'est un processus vivant. L'entreprise, c'est vivant et sa valeur est vivante aussi. Alors ici, sur ce petit tableau, on a essayé de résumer quelque part tout ce qui pouvait faire varier à la hausse ou à la baisse la valorisation d'une entreprise. Typiquement, si on est dans le cadre d'une transmission familiale, on va plutôt un petit peu faire baisser la valorisation pour ne pas étrangler les enfants. Je ne dis pas qu'une société familiale vaut moins qu'une autre, hein, bien au contraire. Elles ont souvent une vision long terme qui est la bienvenue dans le business. Mais quand on est dans ce type de transmission, on est plutôt sur des valorisations basses. Si on est sur une levée de fonds ou une cession d'une société mature, on va typiquement être un peu plus élevé. En termes d'acteurs, on a discuté tout à l'heure, je m'adresse à un manager ou à un industriel. Typiquement, on n'est pas dans le même canevas de valorisation. Le secteur, aujourd'hui, je vends un hôtel, un restaurant, une société dans l'événementiel. On ne va clairement pas être dans la même dynamique que si on vend une société qui est dans le secteur pharma-biotech, qui fait de l'analyse de vaccins dans le domaine du Covid. Donc, on est vraiment sur cette approche sectorielle. Il y a des secteurs qui ont le vent en poupe à certains moments et puis qui l'ont moins. Il y en a qui se développent. Donc, clairement, aujourd'hui, tout ce qui est pharma, biotech, IT, digitalisation, écologie, durable, énergie, le secteur de la PropTech dans l'immobilier, les technologies liées au secteur de l'immobilier, tout ça sont des secteurs qui ont plutôt le vent en poupe et il y a beaucoup de gens qui veulent investir dans ces secteurs-là. Les marchés, France, Belgique, USA, typiquement, alors on a mis la Belgique au-dessus de la France, mais c'était plutôt pour la blague. A priori, au plus vous êtes sur un secteur, sur un marché qui est grand, au plus le potentiel de l'entreprise est grand aussi. Et donc, typiquement, aux États-Unis, quand vous êtes dans la technologie, mais vous avez accès à des valorisations qui sont totalement différentes ici. L'autre, c'est le risque, évidemment, entre une société en difficulté, une start-up et une société prospère. On va typiquement être sur des techniques de valorisation assez différentes. Et donc, on va contraindre beaucoup plus. On peut partir du même EBITDA, du même chiffre d'affaires, etc. Mais on va appliquer des ratios qui sont beaucoup plus faibles pour une société en difficulté que pour une société prospère, évidemment. Donc voilà, ça c'était vraiment la partie qui se consacrait plutôt à la valorisation. Tout ça pour expliquer aux dirigeants qui nous écoutent que cette valorisation peut vraiment… Il n'y a rien qui est vraiment complexe dans la valorisation. Tout peut être expliqué, tout peut être compris, mais c'est vraiment un ensemble, un contexte. C'est plutôt le contexte qui est compliqué. C'est vraiment une approche qui est du sur-mesure. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Le sur-mesure est d'une importance capitale en fonction de qui on est, à qui on vend et sur quel marché on se trouve. On a préparé quelques exemples qu'on a accompagnés avec Ecofin, qui sont assez illustratifs de ce qu'on vient de raconter. Ici, il s'agit d'une société industrielle dans le secteur du packaging qu'on a accompagnée depuis 2014. Et en 2014, on est contacté par le dirigeant qui nous dit, voilà, je veux céder mon entreprise, mais j'ai quelques difficultés et je ne sais pas si je veux la céder à un repreneur concurrent ou si je veux la céder à mes enfants. J'ai peur du fardeau que je vais mettre sur leur épaule. Ce qu'on a fait, on a réalisé une valorisation d'entreprise pour se rendre compte qu'elle valait 2 millions d'euros en 2014, mais qu'elle était fort endettée. Donc, financièrement, cette entreprise avait une valeur négative de près d'1 million d'euros et elle était en difficulté. Et bien là, d'abord, on a résolu avec le dirigeant, évidemment, les problèmes de court terme, puisqu'il y avait un manque de cash et il y avait une partie du business qui n'était pas rentable, qu'on a nettoyé. Et une fois ce nettoyage réalisé, en 2015, on a accroché un partenaire industriel qui au début voulait racheter la société pour rien du tout, mais à qui on a convaincu de prendre une partie minoritaire du capital
pour un prix qui n'était pas de moins 1 million et qui était quand même un prix cohérent, mais qui était inférieur à ce que l'entrepreneur voulait pour ses vieux jours. Et avec ces 20%, on a bénéficié finalement de l'ensemble des synergies de cet industriel, ce qui était un plan de synergie qu'on a développé ensemble. Et aujourd'hui, la famille est toujours aux commandes, c'est les enfants qui ont repris la société. On est 5 ans plus tard, l'entreprise vaut 6 millions d'euros et les actions de l'entreprise valent 5 millions d'euros. Donc aujourd'hui, la famille possède encore 60% des parts de l'entreprise, ce qui vaut plus que les 100% de l'époque, et ce qui a surtout mis en place une pérennité pour la famille sur ce business qui était dans la famille depuis le grand-père. Bon, là, on a vraiment réalisé c'était vraiment une stratégie de transmission et de pérennité qu'on a mis en place, qui n'était pas du tout gagnée d'avance. Voilà, aujourd'hui, le résultat a été multiplié par 2,5. Il y a un désendettement de l'entreprise qui est massif. Et l'objectif principal du cédant, qui était je veux apporter l'entreprise à mes enfants de manière pérenne et pas que ce soit un chameau sur leur dos, a été rencontré. Et là, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis, Geoffroy, et c'est vrai que je connais un petit peu ce dossier également. Et je veux insister encore une fois sur l'importance de la préparation et de la vision stratégique, sachant que ce dirigeant, à la base, n'avait pas du tout imaginé s'adresser à un concurrent. Bon, voilà, il faut parler clairement, un concurrent pour intégrer donc, son capital, comme ça a été fait par la suite. Et donc, je veux insister sur l'importance de parfois se faire appel à quelqu'un d'externe et donc justement se faire entourer par des experts qui auront une vision plus large des choses et qui vont imaginer toutes les options possibles. En tant que dirigeant d'entreprise, on a souvent le nez dans le guidon, on a souvent projeté un futur de son entreprise sans imaginer les différents chemins qui peuvent aussi s'offrir à nous. Dans ce cas-ci, ben voilà, vous avez emprunté un chemin qui n'avait pas du tout été imaginé à la base et qui permet aujourd'hui à l'entreprise d'être hyper performante. On s'est vraiment associé avec le grand méchant loup, donc il ne voulait pas du tout parler de lui. Et finalement, c'est un partenariat qui fonctionne super bien depuis 5 ans. Et l'industriel, il a récupéré son investissement 3 fois depuis le deal. Donc là, on est vraiment sur un partenariat win-win qui a très, très bien fonctionné. Et l'importance aussi de commencer le plus tôt possible la préparation, donc d'essayer de se faire accompagner le plus tôt possible, déjà dans la réflexion, et pas quand on a déjà des contacts avec des repreneurs potentiels. Alors oui, c'est toujours bon de se faire accompagner, mais au plus tôt on se fait accompagner, au mieux c'est pour le processus et pour les résultats futurs de la transmission. C'est clair. Voilà. Oui, nous on rencontre régulièrement des histoires un peu tristes où des gens on récupère parfois des dossiers où les gens n'ont pas été accompagnés, ils ont brûlé leur dossier sur le marché, ils se sont pas, ils sont complètement déconcentrés de leur activité, il y a des problèmes opérationnels, et ils ont parfois perdu des personnes clés, donc c'est clair que c'est vraiment quelque chose qui se prépare et qui ne se fait pas comme on vend une maison, c'est très très différent. Si on a 3 exemples qui sont un petit peu des exemples typiques par rapport à ce que j'expliquais, par rapport au mécanisme de valorisation, à ce qu'on peut mettre en place pour protéger et créer de la valeur pour l'entrepreneur. Mais WeInvest Real Estate, c'est une start-up scale-up qu'on accompagne depuis un moment et pour lesquels on a vraiment mis en place une stratégie de levée de fonds particulière. Mais ici, on a levé 1 million d'euros auprès de venture capitalistes en pleine crise du Covid. Alors, j'aime autant vous dire que les bureaux de la société fermés, le marché, on ne sait vraiment pas où on allait. On est passé par une obligation convertible avec, donc les investisseurs ont prêté 1 million d'euros à l'entreprise avec un système de conversion en capital qui interviendra dans 18 mois, avec une discussion de prix qui interviendra dans 18 mois sur base des résultats que l'entreprise aura réalisés. Ça nous a vraiment permis d'éviter la discussion de valorisation aujourd'hui, parce que si on avait valorisé l'entreprise aujourd'hui avec des comparables boursiers qui étaient à moins 40%, mais ça aurait été une catastrophe par rapport à la valeur réelle de l'entreprise. Si on prend le cas de la société Walmat, qui est un groupe actif dans le domaine des matériaux de construction, là, typiquement, on les accompagne en acquisition. D'abord, c'était de la restructuration, maintenant, c'est de l'acquisition. La société est passée de 9 millions d'euros de chiffre d'affaires à près de 20 millions par 3 acquisitions successives qui ont été à succès. Et là, mais typiquement,
Aujourd'hui, l'entreprise, elle se finance auprès de financiers avec des ratios meilleurs que les sociétés qu'elle rachète. Et donc, par le simple fait d'acquérir du chiffre d'affaires ou de la rentabilité des sociétés plus petites qu'elle achète, elle crée de la valeur financière. Hein. Et ça, c'est vraiment, une fois que cette dynamique est mise en place, on peut vraiment comme ça financer la croissance de manière stable. Si je prends le cas de la société Avitour, qui était dans le secteur du travel, du voyage, c'est le leader belge de groupement au niveau des agences de voyage qui leur prestent des services digitaux IT, des groupements d'achat. On a vendu cette société au leader européen qui est allemand l'année passée. Bon, là, on était dans un marché qui était très instable. Il y avait les problèmes de Thomas Cook, etc. Et là, mais on est passé par une partie en vendor loan pour aider, même si c'est un industriel qui fait plusieurs milliards de chiffre d'affaires, il était intéressé de payer le moins possible en cash tout de suite cette acquisition. Donc, on est passé par un vendor loan très bien garanti par l'industriel d'une part, et d'autre part une phase de earn-out aussi, parce que le dirigeant dans cette société-là est une personne clé et que les industriels voulaient travailler avec lui en moins pendant 3 ans. Alors, ces techniques-là ont non seulement permis de réaliser le deal sans quoi l'industriel ne l'aurait probablement pas fait, et en plus, ils ont permis, in fine, de créer plus de valeur pour les cédants. Voilà, donc cette partie vraiment sur comment valoriser avec ces exemples est derrière nous. Maintenant, ce qu'on va plutôt discuter, c'est l'impact de la crise du Covid sur les valorisations d'entreprises. Et je suis assez content de voir que la plupart des gens qui ont répondu sont grosso modo du même avis que nous, puisqu'on n'a pas une boule de cristal. Mais on pense aussi qu'il va y avoir un tassement relativement important des valorisations cette année, et on l'a déjà vécu sur 2 dossiers, donc on le vit. Alors, il n'y a pas encore vraiment beaucoup d'études qui sortent, c'est encore un peu récent, mais ici on a analysé une étude du cabinet de conseil Bain & Company, qui est vraiment un spécialiste mondial du private equity, qui travaille pour des gros fonds d'investissement, etc. Alors vous allez me dire, c'est très loin de la TPE, de la PME, mais tout ça donne des tendances, et c'est vraiment une des seules études sérieuses qu'on a pu trouver. Alors, ils ont constaté quoi? Ils ont constaté qu'entre janvier et avril de cette année, il y a une chute drastique du nombre de transmissions, de transactions. En fonction des critères, on est entre moins 60% et moins 80%. Donc, on est vraiment sur une contraction du nombre d'opérations d'environ 70%, ce qui est fort important. Le marché, quelque part, a été à l'arrêt. Et de l'autre côté, on a vraiment une accumulation de cash dans le marché. Donc, il n'y a pas vraiment un problème de cash, mais les investisseurs ont de l'argent. Les sociétés qui veulent acquérir et qui ont un certain succès ont des fonds à disposition et peuvent emprunter, peuvent se financer pour acheter. Donc, on a une situation où il n'y a plus de transactions, et ceux qui veulent acheter ou investir sont vraiment avec énormément de trésorerie ou d'accès aux capitaux. Donc ça, c'est une situation un peu étrange, mais qui est un fait. Alors, il y a l'autre élément qui est important, c'est qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, valoriser une société de manière prévisionnelle, c'est quelque chose de compliqué. Est-ce qu'on va faire face à une seconde vague de pandémie? Est-ce que le virus va migrer? Est-ce que ça va recommencer l'année prochaine? Réaliser son plan financier à court, moyen terme est quelque chose de très compliqué. Et donc, si on s'adresse en tout cas à la moyenne du marché, la diminution du nombre de transactions va être potentiellement, à un moment donné, compensée aussi par le fait qu'il y a beaucoup de cash. Mais la difficulté à valoriser et ce contexte d'incertitude va très probablement impliquer une augmentation de la prime de risque, et donc une diminution des valorisations. Donc ça, c'est notre approche. On pense qu'en moyenne dans le marché, on devrait situer à 20-30% de diminution de valorisation par rapport à la même entreprise un an auparavant. Donc, par rapport, c'est vrai sur cette étude, Geoffroy, on parle d'entreprises cotées, des entreprises
d'une certaine importance. Quid finalement des TPE ou des PME à un niveau un peu plus réaliste peut-être pour les gens qui nous écoutent. Est-ce qu'on peut aussi partir sur les mêmes tendances? Je Qu'est-ce que sais tu très en bien, penses? je sais très bien que les TPE, les PME ne sont pas en bourse, évidemment, on le sait, mais étant donné qu'on utilise quand même très fréquemment, et la plupart des gens utilisent des comparables boursiers pour faire leurs analyses de valorisation, à partir du moment où le comparable il diminue, forcément, euh, quelque part, la valeur intrinsèque calculée de l'entreprise, elle diminue aussi. Puis il y a ce contexte d'incertitude, qui est vraiment quelque chose que les financiers, les banquiers n'aiment pas. Et les repreneurs en général n'aiment pas. Donc, on peut avoir, a priori, en moyenne, on aura une diminution. Ça ne veut pas dire que tout le monde va avoir une diminution. Le commerçant local avec sa boutique bio, il a probablement augmenté en termes de vente, en termes de chiffre d'affaires, en termes de rentabilité pendant cette période-là. Toutes les sociétés qui sont actives dans l'e-commerce, la digitalisation, elles sont en train d'exploser. Donc, je ne suis pas en train de faire une généralité. Je parle simplement qu'en moyenne, on va probablement avoir un impact à la baisse. Par contre, il y a clairement toute une série de sociétés qui peuvent s'en sortir, d'où l'importance aussi de réaliser ce diagnostic au niveau de la région Wallonne et de la SO Access. Il y a cette formule du diagnostic qui permet, dans une première analyse avec un subside qui est quand même de 75% sur la valeur de la mission, qui permet simplement d'avoir l'avis d'un expert corroboré par la SO Access ou en tout cas certifié par la SO Access de combien vaut mon entreprise, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est pas le bon moment, etc. Parce que d'un autre côté, on sait très bien aussi, nous, c'est notre vécu et probablement le vôtre aussi à la SO Access. Cette crise, elle a secoué pas mal de personnes. Il y a beaucoup de gens qui pensaient à vendre et aujourd'hui qui en ont marre et qui veulent vraiment vendre. Alors, s'ils sont dans une dynamique négative, ils devront vendre avec une valorisation probablement légèrement à la baisse. Mais s'ils étaient dans une dynamique positive, ça peut ne pas avoir d'impact ou un impact à la hausse. Tout à fait. Tout à fait. Alors, Je réexpliquerai un petit peu juste après les aides financières. Je pense que ça peut intéresser pas mal de gens dans ceux qui nous écoutent. Mais je te laisse finir. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, quelque part, l'année 2020 va être une année probablement exceptionnelle, mais en 2021, en 2022, après cette crise, quand elle sera derrière nous, il est très probable que les repreneurs ou les investisseurs vont vraiment regarder votre comportement pendant la crise. Euh, Est-ce que vous avez fait preuve de résilience? Est-ce que vous avez fait preuve d'agilité? Est-ce que vous avez profité des changements qui se mettent en place pour mettre en place des stratégies pour traverser cette crise? Alors, la résilience, quelque part, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Est-ce que je suis dans une activité essentielle? Est-ce que mon organisation a été capable de mettre en place le télétravail? Est-ce qu'il y avait déjà du télétravail qui était en place? Comment le facteur humain est géré? Est-ce qu'avec cette crise, tout le monde s'est mis en grève et j'ai eu des syndicats sur le dos où les gens ne voulaient plus travailler? Au contraire, j'avais une équipe qui a vraiment été avec moi pour passer la crise. Est-ce que ma société était solide financièrement? C'est tout ce qui concerne la résilience, je veux dire, qui était là avant la crise. Et puis, toute la partie agilité, c'est la capacité que moi, en tant que dirigeant et mon entreprise, on a cette capacité qu'on a eue à pouvoir nous adapter et traverser cette crise. On a mis en place des systèmes de digitalisation, on a mis en place le télétravail. Je n'avais pas de e-commerce, j'ai mis en place un e-commerce. Je travaille avec de l'intelligence collective pour discuter avec mes employés ou c'est parfois 2-3 personnes avec qui je travaille, de savoir, tiens, vous avez peur du Covid, que me proposez-vous pour qu'on puisse continuer à travailler tout en se protégeant du Covid? Et on a pu se réorganiser. Donc ça, c'est important parce que cette capacité, cette agilité à traverser la crise, ça va vraiment, si vous en êtes sorti positivement, vous avez pu démontrer une résilience et une agilité forte, mais demain, ça aura un impact très positif sur votre valorisation puisque ça fait diminuer le risque. Alors l'autre élément, c'est la stratégie. Est-ce que je dois faire évoluer mon modèle économique? Est-ce que les règles du jeu dans mon secteur ont changé? On va penser au commerce de détail, etc. Le e-commerce a clairement acquis une grosse deuxième vague de parts de marché avec cette crise du Covid. Et puis, de l'autre côté, tiens,
j'étais solide financièrement, j'ai fait preuve de résilience et d'agilité. Ça n'a pas été le cas de certains de mes concurrents. Ben, est-ce que je ne me lancerai pas dans un processus d'acquisition? Donc vraiment, ce qui est important de retenir de cet élément-là, c'est qu'au niveau de la capacité de réaction et la réaction de l'entrepreneur, du dirigeant et de son équipe par rapport à la crise, ça va être un sujet de discussion important et de valorisation important. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire, Geoffroy. Finalement, j'ai envie de dire, même si on n'a pas l'intention de transmettre tout de suite, on l'a vu tout à l'heure dans le sondage, on n'est pas aujourd'hui face à des gens qui veulent peut-être vendre dans l'année, mais ce diagnostic finalement, cette étude de finalement, est-ce que mon entreprise elle est résiliente, agile, est-ce que d'un point de vue stratégique, elle a une vision claire, je pense qu'il doit être fait à tout moment. Même si on n'a pas l'intention de vendre cette année, il est toujours bon de savoir où se situe son entreprise et de connaître sa valeur finalement à tout moment. Il y a des gens qui poussent le raisonnement très loin et qui disent, et j'en profite pour rebondir un petit peu sur une question qui vient de nous être posée, il y a des gens qui disent, à partir du moment où une société est créée, elle devrait être transmissible à tout moment. On ne sait jamais ce qui peut arriver, on ne sait jamais comment les choses peuvent évoluer. Et donc, j'insiste aussi sur ce que tu as présenté il y a quelques minutes par rapport au diagnostic que propose la SoAccess. Il faut savoir qu'il existe des aides financières. Donc, faire appel à un expert comme Geoffroy ou à d'autres experts du réseau, donc agréé SoAccess, eh bien, vous permet d'effectuer une mission à prix réduit. Il faut savoir que grâce au chèque entreprise, la première mission, eh bien, au lieu de payer 100% le prestataire, eh bien, vous n'allez en payer que 25%, avec un plafond de 7 000 € pour le premier chèque. Si vous faites ce diagnostic et que vous voulez aller plus loin dans le processus, il existe un deuxième chèque qui permet d'aller chercher jusqu'à 15 000 € et l'intervention de la région wallonne est à ce moment-là de 50%. Ne retenez pas nécessairement tous ces chiffres. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il existe des aides financières et que donc, ça ne doit pas être un frein. Il faut vraiment se faire accompagner. Il existe un réseau d'experts qui sont là pour vous aider et en plus des aides financières qui vous permettent de le faire à prix réduit. Mais bon, on est là de toute façon et vous le verrez sur la dernière slide. Vous aurez tous nos contacts et donc on pourra vous aider au cas par cas et vous aiguiller en fonction de votre situation. Alors, Je pense que ce mécanisme de diagnostic fonctionne vraiment très bien parce que finalement, une entreprise va payer 2 000, 2 500 € pour une mission de 9 000 €. Et sur cette mission de 9 000 €, c'est une première prise de contact. C'est un moyen de tester le consultant avec qui vous allez travailler. Est-ce qu'on a un bon contact, etc. Il va déjà pouvoir faire une première valorisation. Alors, pas une valorisation excessivement compliquée, mais une première valorisation, une analyse de maturité de votre entreprise et déjà vous donner des grands conseils qui vont être très, très utiles et qui vont clairement pour vous créer beaucoup plus de valeur que ces 2 000 € que ça va vous coûter. Donc, tout ça, à c'est fait. quelque chose qui est Et, très et ça, utile. parfois, ces missions coûtent même moins cher. Donc, tout dépend. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. C'est difficile de donner un ordre de prix. On me demande souvent, tiens, ça va coûter combien avec l'expert? Tout dépend de la situation. Et c'est vrai que si vous êtes vraiment une TPE, une toute petite entreprise qui a une activité vraiment réduite, bah, forcément, vous pouvez aussi vous faire accompagner et ça vous coûtera peut-être encore moins que les chiffres qu'on vient d'évoquer. Et on ne pousse pas à la consommation. Donc, évidemment, tout ça est analysé ensemble et on fait en sorte que que vous lanciez dans une mission, eh bien, si c'est nécessaire. Et on peut passer, je pense, peut-être à à la session de questions-réponses. J'en ai quelques-unes, si ça te va, Geoffroy. Bon, voilà, vous voyez en fond d'écran que vous avez nos coordonnées. Donc, ça, de toute façon, prenez-en bien note et n'hésitez pas à nous recontacter pour qu'on puisse analyser ensemble votre situation au cas par cas. Et je vais donc revenir vers toi, Geoffroy, avec quelques questions. Oui. Une première question, c'est par rapport aux startups. Quelqu'un me demande finalement si il est possible justement de valoriser une startup, Tout à fait. sachant qu'on n'a pas nécessairement un historique aussi important que dans une société mais voilà, qui a vécu pendant 30 ans.
Alors, tout à fait. Donc, bon, ouais, j'ai travaillé pour des fonds de venture capital il y a 15 ans. Donc, j'ai fait ça un certain nombre de fois. Ben, typiquement, la startup, elle va se valoriser sur base du flux d'actualisation future. Si elle n'a pas de revenus, si elle n'a pas de résultats, on va faire un plan financier futur et on va actualiser les cash flows. Donc, c'est la première méthode dont j'ai parlé. Maintenant, nous, on utilisait d'autres méthodes qui sont, par exemple, ben, on a une startup aujourd'hui qui n'a pas de revenus, qui n'a pas de chiffres. On va faire un plan financier à 5 ans. Et dans 5 ans, eh bien, on va regarder quel est le profil de l'entreprise, quel est son chiffre d'affaires estimé, quelle est sa rentabilité estimée. On va lui appliquer la méthode des multiples d'aujourd'hui. Et puis, sur cette valeur future, par exemple, on arrive à 1 million, 2 millions, 3 millions, 10 millions, je ne sais pas, on va la discounter, par exemple, et là, ils discountent assez haut, typiquement avec des taux de 30%. Ça veut dire que si l'entreprise vaut 2 millions l'année prochaine, cette année, elle vaut 2 millions divisé par 1,3. Et alors, évidemment, si c'est dans 5 ans, ben, on divise beaucoup plus, puisque 30% chaque année d'attente de rendement des investisseurs, ça peut être plus. Donc, la startup, la différence, c'est qu'elle va vraiment se positionner dans le futur. Ou alors, il y a aussi des sociétés biotech qui sont valorisées en fonction de leur stade de maturité et d'avancement dans les phases cliniques, etc., avec des comparables boursiers, parce que vous avez des sociétés en bourse. On peut parler de Tesla. Ouais, La valorisation n'est pas du tout en phase avec la rentabilité de l'entreprise, quoi. tout à fait. Alors, j'ai une autre question qu'on me pose souvent. euh, c'est par rapport vraiment au métier de la valorisation. On me dit, est-ce que pour valoriser une entreprise, pour effectuer ce genre de mission, finalement, on n'est pas obligé de passer par un réviseur d'entreprise? Alors, il y a beaucoup de réviseurs d'entreprise qui sont tout à fait capables et très compétents pour valoriser une société. C'est clair. Maintenant, il ne faut pas forcément être réviseur pour valoriser une entreprise. Le métier principal d'un réviseur, c'est la certification des comptes. Et dans certains contextes, on fait appel à un réviseur pour certifier une valorisation. Si on est par exemple dans un conflit entre associés où il faut racheter les parts de l'un de l'autre, on va faire une valorisation, mais on va présenter la valorisation au tribunal. Il est de bon ton d'avoir un réviseur qui certifie la valorisation parce que c'est une profession qui est assermentée, qui est agréée au niveau de son institut et qui a un certain poids devant la justice ou devant l'inspection fiscale, par exemple. Maintenant, le métier principal du réviseur est de certifier les comptes, pas de valoriser et transmettre des entreprises, même si certains en ont fait leur métier. Ok, je prends bonne note et je précise aussi que en termes de valorisation, eh bien, il y a certains experts qui sont plus à même d'intervenir sur certains secteurs. Des experts qui ont une expérience relativement longue, je ne sais pas moi, dans le secteur des soins de santé ou dans le secteur industriel, et qui ne sont pas nécessairement réviseurs et qui donc seront beaucoup plus à l'aise qu'un réviseur pour valoriser l'entreprise en question. Et inversement, il y a des réviseurs qui sont hyper spécialisés dans certains secteurs et qui seront également très à même et très compétents dans la valorisation Voilà. De toute façon, d'une société. au moment de choisir son conseiller pour la valorisation ou le processus de transmission, voilà, est-ce que cette personne a de l'expérience dans le domaine qui vous concerne? Est-ce qu'elle peut le démontrer? Le facteur humain, je veux dire, c'est quelqu'un qui va vous accompagner pendant 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans parfois. Je veux dire, si vous ne vous sentez pas, cette personne, ne le faites pas. Et c'est justement pour ça que nous, on intervient en tant que conseiller de première ligne. Et ça, je réinsiste là-dessus encore une fois. C'est pour vous aiguiller vers les bonnes personnes qui, en fonction de leurs expériences et de leurs compétences, mais pourront intervenir euh, le mieux possible sur votre dossier. Donc, encore une fois, il ne faut pas hésiter à nous contacter par rapport à vos questions. Alors, je vais enchaîner sur peut-être une dernière question. On ne pourra pas aborder toutes les questions. Il y a notamment une question sur les conditions bancaires pour des prêts par rapport à une reprise. Je pense que c'est vraiment du cas par cas. Et donc là, je conseille aux personnes de revenir vers nous. Mais peut-être une question assez générale sur finalement comment se passe le processus de transmission de manière globale. Qu'est-ce que tu pourrais nous amener comme réponse, Geoffroy, à ce sujet?
La première réponse, c'est que c'est vraiment du sur-mesure. C'est vraiment du sur-mesure. Et ça doit le rester, ça le restera. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre dans un robot qui va nous dire, bah, tiens, vous devez faire ça, 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 ça. Mais en tout cas, nous, comment ça se passe avec nous? On commence par un diagnostic transmission c'est 8 ou 9 jours de travail, processus dans lequel on va faire une première passe sur la valorisation. Et on va analyser la maturité de l'entreprise dans sa session. À la fin de ce diagnostic, on aura pu se tester mutuellement avec le dirigeant, l'entrepreneur, l'actionnaire. Il aura pu tester notre service. Et typiquement, à la fin, on aura défini les grands objectifs, les objectifs principaux. On se situe dans une situation de transmission familiale, on veut maximiser la plus-value, on veut maximiser la pérennité, le développement. Et donc, on va typiquement à la fin de ce diagnostic, soit on a déjà eu le temps de le faire, soit il faut relancer une autre mission, mais on va vraiment discuter d'une stratégie de transmission. Combien de temps? On a 6 mois parce que la personne malheureusement est malade, ou on a 5 ans parce qu'en fait, il a encore l'énergie pour accompagner l'entreprise. Et donc, cette phase de diagnostic, elle est assez classique, elle peut se réaliser en 2 mois, ça peut aller assez vite, bien que ça nécessite de rencontrer pas mal de gens au sein de l'entreprise et ça nécessite un temps d'ingestion de par le dirigeant. Mais la phase suivante va typiquement durer de 1 à 5 ans en fonction de la maturité de l'entreprise à la transmission, en fonction de la volonté, du souhait de mettre en place des chantiers de transformation. Ça peut être très variable. Je dirais qu'un cas typique, idéalement, il faut s'y prendre 2-3 ans avant de vraiment vouloir s'aider. Donc, je veux arrêter à 65 ans. Typiquement, il faut commencer au plus tard à 62 ans pour faire ça vraiment dans d'excellentes conditions. Et c'est vrai que nous, à la SO Access, de manière générale, on a tendance à être encore plus, à insister encore plus sur le timing et on a tendance à dire il faut s'y prendre minimum 5 ans à l'avance pour dire de faire les choses de manière vraiment sereine, pérenne. Mais comme tu le disais, on est toujours sur du cas par cas. Donc voilà, Si on prend simplement le fait si j'ai par exemple tout l'immobilier de ma société dans la société opérationnelle, c'est clairement quelque chose qu'il faut solutionner avant de transmettre pour toute une série de raisons que j'ai malheureusement pas le temps d'expliquer aujourd'hui. Mais si on passe par une scission pour éviter les frais d'enregistrement, etc., ça prend presque 1 an de scinder sa société, d'y mettre l'immobilier, etc. Donc oui, ça c'est dans le meilleur des cas, on est sur un projet d'1 an. Quand ça va vite, ça va relativement vite. Ouais. clairement, la préparation peut prendre des années. Des années. Alors, merci Geoffroy. En termes de timing, on a dépassé un petit peu, mais je pense que ça en valait la peine. Alors, on n'a pas peut-être pu répondre aux attentes de tout le monde en termes de réponses, en termes de questions que vous auriez peut-être encore. Donc, justement, on est là pour y répondre par la suite de manière individuelle, au cas par cas. Vous avez nos coordonnées, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Sachez qu'il y aura d'autres webinaires organisés par la SO Access et vous aurez les infos par email par rapport à cet agenda futur de webinaire. Et donc voilà, je vais te remercier Geoffroy pour ton intervention. Stéphanie, je ne sais pas si tu as une dernière précision à apporter et sinon on peut arrêter là et remercier tout le monde. Voilà, écoutez, je pense on va pouvoir clôturer. On arrive sur le temps de midi, donc chacun va pouvoir retourner à ses occupations. Mais voilà, toutes les informations ont été données. Je pense que ça a été fort instructif pour les spectateurs. Les coordonnées sont sur le dernier slide. Les slides vous seront envoyés donc prochainement par mail, le replay également. Il y a eu quelques questions pour des projets de reprise. Ça, nous aidons également les repreneurs. Donc, n'hésitez pas à contacter la boîte à info de l'ASSO Access ou les conseillers de votre province. Et je pense que, en tout cas, voilà, je remercie encore Arnaud et Geoffroy pour l'exposé. Et nous pouvons voilà, arrêter le live, je pense. Et n'hésitez pas à nous recontacter. Merci. Eh bien, je vous souhaite à tous un bon appétit et à bientôt certainement. Au revoir. Au revoir.